Nous allons reparler de Big Data. J'ai le plaisir, et je les en remercie donc d'accueillir Sébastien et Jean-Sébastien, qui utilisent nos technologies et plus particulièrement donc cette capacité de calcul que nous mettons à la disposition de nos partenaires et nos clients pour traiter des quantités massives de données, parce qu'effectivement, quand on collecte des cookies, ça peut représenter de très gros volumes. Là, on parle de terabytes. Donc nous permettons à Exacus en fait de traiter toutes ces données pour fournir un service à Air France dans le cadre de ce qu'on appelle une DMP, de Data Management Platform, qui est un terme dont vous avez sans doute entendu parler. C'est un terme dont on entend beaucoup parler en ce moment dans le cadre des projets de digital marketing. Et là, donc nous avons le plaisir effectivement d'entendre parler d'un cas concret pour vous éclairer. Voilà. Merci à tous les deux et à tout à l'heure. Donc Sébastien, bonjour à tous. Je m'occupe de l'achat programmatique pour Air France. Donc avant de commencer, je voulais juste faire passer un petit message. Aujourd'hui, Air France est une entreprise avec une longue histoire. On fête nos 80 ans. Et c'est pas parce qu'on est une vieille entreprise qu'on ne peut pas utiliser les nouvelles technologies. On s'appuie sur des nouvelles entreprises pour nous aider, mais on peut rester innovant tout en étant une vieille entreprise. Alors, je vais vous présenter un peu le schéma et plutôt le cadre dans lequel s'inscrit la DMP des Exacus et comment s'inscrit dans notre achat média. Aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que tout le monde sait ce que c'est le RTB ou le Real Time Bidding? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas? Tout le monde sait? Je vais quand même faire un petit rappel. Aujourd'hui, si je simplifie, il y a deux manières d'acheter de l'espace en ligne, donc les bannières dont parlait Christophe. Soit je vais voir un éditeur, lemonde.fr par exemple, et je lui demande combien il me vend d'impressions et de bannières sur son site pendant X jours. Donc c'est une négociation de gré à gré. Ça prend du temps, c'est difficile. Et c'est pas très ciblé, on ne va pas cibler d'utilisateurs. L'autre technique qui a émergé, c'est la technique d'enchère, c'est appelé real-time bidding, qui permet de non plus acheter en gros de l'espace publicitaire, mais d'acheter des bannières une par une et plus ciblées en temps réel. Chaque fois que vous vous connectez sur votre navigateur à un site internet, il y a un protocole qui s'engage et on va pouvoir mettre cet emplacement publicitaire aux enchères. Une multitude d'annonceurs peuvent enchérir et acheter l'espace publicitaire. Donc, pour faire ça, il faut s'appuyer sur des outils technologiques. Nous, on a choisi de le faire en interne et d'internaliser tout ce processus d'achat en montant un trading desk Air France pour opérer directement sur les ad exchanges qui sont les places de marché dans lesquelles sont vendues ces bannières publicitaires. Alors, on s'appuie sur une première brique technologique qui est un DSP ou un bidder. On passe par une technologie qui s'appelle AppNexus. Donc ça, c'est vraiment l'outil technologique qui nous permet de placer l'enchère, parce que tout le processus que je vous ai décrit se passe en moins de 100 millisecondes, pour que ça soit le plus transparent pour l'utilisateur. Ensuite, on s'est appuyé sur un trading desk indépendant qui nous a formés à l'utilisation de cet outil, qui est un outil quand même technologique, donc il fallait quelqu'un qui nous aide à la fois à utiliser techniquement et en conseil d'agences médias pour savoir où acheter et comment l'acheter. Il nous aide aussi sur la partie créa dynamique pour avoir des créas qui soient personnalisés pour chaque utilisateur. Alors, la DMP, le Big Data, au début pour nous, ça ressemblait un peu à ça, c'était un peu flou. On ne comprenait pas forcément ce qui se passait. D'où l'idée du projet avec les Exacus. On voulait vraiment tester l'utilisation d'une DMP en vrai et pas seulement s'appuyer sur des choses qu'on a pu lire à droite à gauche et des présentations des divers acteurs. Donc on voulait vraiment rentrer dans le concret. Donc pour faire ça, on a voulu, cette image montre ce qu'on ne voulait pas faire, c'est-à-dire une énorme usine à gaz, un gros projet IT de 3 ans en connectant toutes nos bases de données aux solutions des Exacus. On voulait quelque chose de rapide qu'on puisse toucher directement. Donc l'idée, c'est vraiment de rajouter l'intelligence des Exacus
comme une brique technologique qui s'intègre à notre schéma de trading desk internalisé. Alors, pour ça, en fait, on a mis en place concrètement 2 dispositifs. Alors, je vais juste revenir en arrière. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on a fait dans notre test une connexion uniquement à l'achat média display. La DMP, c'est quelque chose de plus large. On peut le connecter à nos bases email, nos bases CRM. Mais ça nous semblait plus compliqué dans un premier temps. On voulait vraiment pouvoir l'activer rapidement sur les exchanges. Donc, ils accusent, là, le schéma a sauté, mais ils se connectent normalement à nos données du site et à notre bidder pour pouvoir activer les données que eux ont pu segmenter. Et donc, les 2 dispositifs qu'on a pu mettre en place, c'est des dispositifs qui sont à plusieurs niveaux sur le tunnel d'achat. Le premier, c'est l'optimisation du retargeting. Donc, c'est exactement ce dont parlait Christophe tout à l'heure. Vous venez sur notre site, on vous identifie via un cookie anonyme et on va noter ce que vous avez pu rechercher comme vol, par exemple. Et ensuite, quand vous allez vous connecter sur un autre site internet, on va vous remontrer une manière, envie de partir à New York, par exemple, si vous aviez cherché New York. Donc, aujourd'hui, on avait un dispositif qui était assez simple pour retargeter tous ces gens qui venaient sur notre site. Et Zaccuse, en segmentant plus finement notre audience, nous permet d'être plus fin dans notre message et optimiser notre achat média pour adapter notre niveau d'enchère, par exemple. Parce qu'on reste dans un mécanisme d'enchère, donc c'est un achat média, on veut l'optimiser pour obtenir derrière les meilleurs résultats. Et le but, c'est de vendre des billets d'avion. Donc il y a vraiment cette première partie qui est optimisation de notre retargeting et activation de notre donnée sur les ad exchanges. La deuxième partie, donc on est un peu plus haut dans le tunnel de conversion, c'est une partie pré-targeting ou autrement appelée extension d'audience. Donc là, on utilise les modèles statistiques des accuses qui va mapper et regarder qui sont nos clients aujourd'hui, les clients qui achètent un billet d'avion Air France, sur le réseau de partenaires des accuses, quelle est leur empreinte digitale sur les différents sites et leur navigation. Ça va nous permettre en fait de créer un profil type et de cibler les gens qui ont un profil similaire. On fait l'hypothèse que les gens qui ont un profil similaire sur Internet sont des acheteurs potentiels de nos billets d'avion. Donc ça nous permet de partir de nos acheteurs, d'étendre et de savoir qui sont nos potentiels acheteurs pour activer ces données et acheter au mieux encore l'achat média. C'est le petit schéma là qui est en dessous. Je laisse la parole à Jean-Sébastien qui va nous expliquer plus précisément comment sa plateforme fonctionne. Je vais plutôt vous expliquer qui est Zaccuse, en fait, puisque finalement, ce que fait la plateforme et ce qu'elle permet de faire, je crois que c'est nos clients qui en parlent le mieux. Donc, oui. Il y a eu une remise en forme de la présentation. Merci, merci Christophe. Donc, Zaccuse, alors, je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous dit quelque chose. Bon, le RTB, apparemment, tout le monde connaissait. Zaccuse aussi, c'est très bien. Donc, c'est une société qui existe depuis 2011, qui est basée à Bordeaux, qui a également des bureaux, en Angleterre et aux États-Unis. On est spécialisé donc dans la mise en place de data management platform à la base pour des éditeurs médias. Donc on travaille avec un certain nombre de ces éditeurs pour qui on fait de la segmentation d'audience. Aujourd'hui, en collecte globale sur les médias avec lesquels on travaille, on a collecté une 50aine de millions de profils actuellement et qui ont généré depuis 2011 60 milliards d'événements. 60 milliards d'événements, c'est un individu qui se présente sur le site du Monde, qui regarde une page du Monde, et nous collectons finalement quand est-ce qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a regardé, à quel moment est-ce qu'il est revenu finalement sur le site du Monde, et ainsi de suite, de façon à pouvoir collecter un maximum d'informations qui
qui nous permettent de qualifier cet individu. Et par extension, on va pouvoir agréger de la data, ce qu'on appelle la third party data, à ce profiling réalisé pour cet éditeur en particulier, qui va nous permettre encore mieux de préciser qui est l'individu. Alors je parle souvent d'individu et pas de personne, parce que finalement, les visiteurs que l'on a sur nos sites sont anonymes pour nous. Ils représentent des ID users, des numéros de cookies, auxquels finalement on va associer de la data, soit de navigation, soit de la CERN, qui va être collectée, soit même de la data CRM qui nous aura été confiée par l'éditeur. Par extension, par extension, on a été amené à apporter cette valeur également à des annonceurs pour qui effectivement la collecte d'informations sur leur site internet est une valeur, un actif que l'on constitue au même titre qu'on le fait pour les éditeurs. Donc notre objectif, c'est bien effectivement la constitution de l'active data. C'est une première étape, donc je collecte l'ensemble des informations qui se trouvent qui émanent de la navigation des utilisateurs sur vos sites internet. Ça peut être votre site, ça peut être un site web, ça peut être un site web mobile, ça peut être une application. Donc à ce moment-là, c'est des dispositifs différents en fonction de la source de collecte. Ensuite, cette information, elle est segmentée et elle peut être enrichie. Elle peut être enrichie, je parlais tout à l'heure de la partie CRM. Plus on va avoir d'informations à agréger, qu'elles soient de browsing ou qu'elles soient externes, plus on va pouvoir qualifier l'audience adressable quand il s'agit effectivement de publicité pour l'annonceur. Particularité, donc après on passe à l'activation, c'est ce que l'on fait avec Air France. Particularité des Accus finalement sur ce marché-là, c'est la grande variété d'éditeurs avec lesquels on travaille aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas cité de nom, mais ce sont des groupes de presse ou des régies publicitaires de type Prisma, du type TF1, du type Dailymotion, qui aujourd'hui ont confié la collecte et la segmentation de leurs data à Isacus. Une fois qu'on a collecté l'ensemble de ces infos, on donne la possibilité aussi aux annonceurs, une fois qu'ils ont eux-mêmes identifié des profils de population dans leur DMP, d'aller, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Sébastien avec le pré-targeting, d'aller retrouver ces profils de population au sein des éditeurs avec lesquels on travaille et donc de faire de l'acquisition média sur ces supports médias tout en ayant une vision consolidée de qui sont ces individus, ces visiteurs chez Air France grâce à la data finalement des éditeurs avec lesquels on travaille. C'est une data qui est assez rare parce que finalement ces éditeurs ne la partagent pas, ils ne la vendent pas. Aujourd'hui, ils l'utilisent pour valoriser leurs inventaires médias et ils acceptent effectivement de la partager avec un tiers de confiance qui est Isacus, qui est déjà celui qui segmente, celui qui collecte leur information via DMP et nous permettent de mener des opérations d'optimisation et donc ce qu'on appelle du pré-targeting pour des annonceurs. Donc une fois que la data elle est collectée, eh bien, elle peut être ensuite, on met à disposition un ensemble de dashboards qui permettent de visualiser non seulement l'agrégation au fil de l'eau de l'information au sein de la DMP, donc c'est des visions assez macro qui peuvent ensuite aller sur des visions beaucoup plus précises, comme ici, où on va avoir une vision segmentée, donc avec une segmentation ad hoc qui est réalisée que ce soit pour l'éditeur ou pour l'annonceur, et ensuite des mises à disposition de visualisation de où se trouvent mes segments, quelle est la composition de mon segment. Si j'ai par exemple un segment affinitaire ou un segment socio-démo, et que je m'appelle par exemple Prisma Presse, et que j'ai plusieurs titres de presse à ma disposition, où est-ce que je vais trouver mes segments socio-démo hommes 25-45 au sein de mon audience globale Prisma. Et ainsi dire, bien effectivement, je retrouve cette population préférentiellement dans mes titres hommes, parce qu'effectivement, c'est logique, c'est là que j'ai ce segment-là. Ça, c'est la vision, c'est finalement une vision, un dashboard de visualisation de la DMP. Je peux ensuite utiliser des outils avec le Segment Builder. Donc ça, c'est une réalisation qui est unique en son genre dans le domaine des DMP. C'est la possibilité en temps réel. Alors c'est moins... quelque part, c'est moins le cas pour un annonceur, mais c'est vraiment très utilisé dans les régies publicitaires. Quand vous appelez votre régie publicitaire pour lui faire un pitch sur un besoin de segment que vous souhaitez adresser en publicité digitale, eh bien vous allez avoir la possibilité, enfin la régie va avoir la possibilité de directement construire le segment qui correspond à la cible que vous avez définie dans votre pitch. Donc vous lui dites, je veux une population homme 25-34, Paris,
qui est affinitaire sur, ou qui a cherché des mots-clés sur, là on est plutôt dans le cadre d'un e-commerçant, parce qu'on travaille aussi avec des régies d'e-commerçants, eh bien en temps réel, la régie de l'e-commerçant va pouvoir générer le segment qui correspond précisément au pitch que vous lui avez soumis et définir qu'il y a 43 000 profils qui correspondent avec une visualisation de pages dans les 30 jours de 5,3 millions de pages, ce qui donne déjà une idée de volume de ce qu'il va pouvoir vous fournir en nombre d'affichages pour afficher votre campagne. Donc ça sont typiquement les outils que l'on met à disposition. Laurent, je suis très heureux de t'accueillir sur scène donc aujourd'hui. Tu as énormément de choses à nous raconter, parce que tu as fait énormément de choses jusqu'à présent avec les plateformes digitales en général, dans la transformation numérique de Célio. Et donc je vais te laisser simplement la parole pour que tu puisses nous expliquer ce que tu as fait chez Célio et ce que tu comptes faire à l'avenir chez Célio aussi. Ok. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Donc Laurent Toumine, je suis vice-président du groupe Célio. Quelques mots sur Célio peut-être pour donner une carte d'identité de cette société. Donc c'est une société qui distribue des vêtements pour hommes exclusivement, dans 1200 points de vente, dans 60 pays dans le monde, et qui a la particularité de dessiner ses propres vêtements, puisque nous avons nos propres stylistes dans notre société qui, chaque saison, effectivement, dessinent l'ensemble de la garde-robe qu'on met en vente dans nos différents points de vente. Voilà. Moi, je suis arrivé dans cette société il y a 2 ans et je vais vous raconter un certain nombre d'histoires associées à la digitalisation d'une boîte vue de l'intérieur. Il y a 2 ans, quand je suis arrivé au comité exécutif de cette société, j'ai pris la responsabilité donc, de la supply chain et des systèmes d'information et rapidement, mes collègues m'ont dit écoute, on a des vieux BlackBerry, ça commence vraiment à nous ennuyer. Est-ce que tu pourrais nous équiper en technologie un petit peu plus moderne? Ça a commencé comme ça. Donc j'ai acheté une flotte de terminaux un petit peu plus modernes. Et puis au deuxième Comex, je me suis rendu compte qu'un de mes collègues, le directeur commercial, celui qui est patron du réseau, donc de l'ensemble des magasins, eh bien, nous faisait un commentaire sur un certain nombre de nos concurrents en disant « mais je suis allé chez Jules, il n'y a pas très longtemps, ils ont une superbe vitrine et j'ai pris une photo, mais le problème c'est qu'avec ce machin, j'arrive pas à vous envoyer la photo. Je ne sais pas vous envoyer la photo. » Et là, j'ai pris une énorme claque. Je me suis dit, alors même que McKinsey venait de nous aider à refaire un plan stratégique qui nous disait qu'il faut se digitaliser à grande vitesse, je me suis dit, eh bien, rappelons-nous le slogan de Danone. Le slogan de Danone, ils disent que vous faites à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Donc, sommes-nous sur le point de clamer à l'extérieur vis-à-vis de nos clients finaux dans les différents pays dans lesquels nous sommes présents, que nous sommes une entreprise digitale, que nous sommes capables de développer une relation digitale avec chacun et chacune d'entre eux, alors même que dans nos usages internes, on est infoutu d'envoyer une photo d'un terminal portable sur un autre terminal portable. Et on n'en était pas aux réseaux sociaux, parce que immédiatement, évidemment, je me suis connecté à notre intranet. Et là, j'ai pris peur. Je suis allé voir la DRH, qui fait partie du COMEX. Je lui ai dit, écoute, l'intranet, il est un peu has-been, il faudrait peut-être faire un truc, quoi. Et je lui dis, mais l'intranet, en plus, c'est un concept qui est complètement mort. Donc, est-ce qu'on pourrait évoluer un petit peu? Elle a eu un peu de mal à comprendre au début. C'est venu après. Et puis, comme je suis arrivé en juin, est arrivé l'été. Et l'été, je me suis enfermé avec le DSI de la boîte. Et on a écrit une IT stratégie. Parce que je voyais bien qu'on avait un petit souci et qu'il fallait qu'on donne notre contribution à l'ensemble de l'entreprise pour accélérer la digitalisation. En respectant le principe de Danone. C'est-à-dire, essayons de nous digitaliser nous-mêmes dans nos usages et pas forcément de manière séquentielle, parce qu'il y a un peu le feu quand même dans le domaine du commerce. Il faut se digitaliser dans sa relation au consommateur de manière extrêmement rapide. Mais ça sera beaucoup plus facile pour nous d'établir une stratégie digitale dans notre relation aux clients finaux si nous-mêmes, on a développé un certain nombre d'usages digitaux. Et dans cette IT stratégie, il y avait, il y a toujours, des grands trains, ce que j'appelle les grands trains, donc les grands trains de transformation informatique, ceux qui durent 2 ans, vous savez, dont on ne veut pas entendre parler, avec des informaticiens qui travaillent sur des grands projets très chiants et très coûteux. Et j'ai voulu créer une autre structure que j'ai appelée les Célio Labs, sur une inspiration qui me venait des Nordstrom Innovation Labs. Nordstrom, c'est une chaîne de grands magasins aux États-Unis. Et en fait, je vous engage à aller sur YouTube et taper Nordstrom Innovation Labs et vous verrez un peu ce que c'est.
C'est assez incroyable. Et donc, mes Cellio Labs, c'est une petite équipe de geeks qui parlent français. Donc, qui savent aligner un sujet, un verbe, un complément. Je suis un peu caricatural là. Et qui savent dialoguer avec les deux populations que j'ai dans l'entreprise. La population d'artistes, des vrais artistes, donc assez peu structurés, et puis la population de scientifiques ou de gestionnaires. Et ces Cellio Labs, en fait, fonctionnent sur le principe suivant. Le lundi matin, ils vont dans un service tiré au hasard, n'importe lequel, dans n'importe quel pays du monde. Ils observent ce service fonctionner. Ça peut être, typiquement, on va prendre le service des artistes, donc les stylistes. Ils observent comment les gens travaillent. L'après-midi, ils dessinent un mock-up sur un paperboard. Pas de cahier des charges. Le soir, à 18h30, bon, c'est pas vraiment le soir, mais à 18h30, ils viennent me voir, ils me présentent le paperboard, je valide le script. Le mardi, le mercredi, le jeudi, ils développent sur la base de technologie Google la plupart du temps. Et le vendredi, ils livrent l'application, ou les applications, que ce soit une application mobile ou une application mobile connectée à des Google Spreadsheets, ou bref. Ils en ont délivré 47 jusqu'à présent. Et lorsque j'ai présenté ça aux actionnaires, lors de la présentation de l'IT stratégie, je leur ai dit on va en jeter 60%. Sur les 47, on en a jeté 3, en l'occurrence à date. Et donc je disais, je vais vous donner un exemple sur des designers. Les designers, ils voyagent beaucoup chez nous, ils ont un super métier. Ils vont à San Francisco, à Stockholm, ils vont s'inspirer. Ça nous coûte une fortune en frais de déplacement. Ils vont s'inspirer. Et donc, quand ils s'inspirent, alors moi j'ai fait le premier Cellio Labs avec eux et je leur ai dit mais c'est quoi s'inspirer? Ils disent on prend des photos de gens dans la rue, d'éléments d'architecture, on fait du shopping parce qu'on a un budget shopping. Ils ont un beau métier. Et puis on revient, on reprend l'avion et on fait un mood board. Alors je leur ai dit mais montrez-moi le mood board. Donc un mood board, alors c'est de la colle UU avec des trucs qu'ils ont découpés, qu'ils ont imprimés, des morceaux de tissu, et ils assemblent ça sur un grand mur. Et je leur ai dit, mais ça ressemble à Pinterest, votre truc. Et ils m'ont dit, c'est quoi? J'exagère parce qu'il y en avait quelques-uns qui savaient. Et en fait, avec la bande de geeks, là, avec les Cellio Labs, on s'est dit, mais on va leur développer une application interne qui va nous permettre effectivement de générer des moodboards automatiques en fonction de photos d'inspiration, mais qui ne viendront pas forcément uniquement d'eux, mais aussi des directeurs de magasins qui sont à Mumbai en Inde, à Singapour, à Paris, à Milan et ailleurs. Et ces moodboards seront thématisés. Et de cette manière, les stylistes pourront agréger un certain nombre d'informations thématisées sur les Bermudas, sur les prints des t-shirts, etc. etc. Et ils pourront travailler avec une matière beaucoup plus riche. Et ben voilà, on a développé ça en une semaine, et maintenant c'est extrêmement actif. Alors tout ça, on l'a fait grâce à une chose assez simple aussi, c'est que pendant cet été 2012, lorsqu'on a écrit l'IT stratégie, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait donner un coup de pied aux fesses de cette boîte qui est archaïque dans son mode de fonctionnement et dans ses systèmes d'information. Et on a choisi la Google Suite, enfin, ou en tout cas l'ensemble des apps Google pour entreprise, pour donner un coup de pied aux fesses de l'entreprise. En fait, on a dit, c'était le 25 août, ou quelque chose comme ça, 2012, j'ai dit au PDG, écoute, t'en occupes pas, mais il y a plein de problèmes avec la messagerie de la marque Bzz. Les boîtes aux lettres sont systématiquement saturées, les utilisateurs me cassent les pieds avec ça. Donc on va passer sur la technologie, une autre technologie qui en plus va participer à la digitalisation de la boîte. Et puis pour pas s'embêter, on va faire ça en 3 mois. Et on va demander son avis à personne, ok? Surtout pas la DRH. Elle n'est pas là. Elle était là il y a 2 jours. Je sais. Mais elle est convaincue maintenant, elle témoigne. Donc on a fait ça en 3 mois avec J-Partners. Et on a déployé ça dans l'ensemble des pays en 3 mois, en forçant, en disant à tout le monde, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Maintenant, vous passez sur l'ensemble de la suite Google. Donc, vos mails, c'est Google. S'il vous plaît, arrêtez d'utiliser Excel. Vos comptes rendus de réunion, c'est voilà, merci. Et donc, utilisez un maximum ces technologies. Puis, on va passer pour vous former sur un certain nombre d'usages. Et les Cellio Labs vont aussi vous permettre d'utiliser... je dirais des apps un peu propriétaires Cellio qui seront disponibles sur une plateforme interne motorisée par Google.
Et il y a eu des résistances. J'ai encore 4 comptes Outlook en fait, installés sur 6000 personnes, dont la DRH. Elle prend cher. Hein, mais Oui, je lui répéterai absolument tout ce que tu veux dire. Elle m'a refusé 2 embauches de stagiaires ce matin. Bref. Donc, il y a encore 4 comptes Outlook chez nous. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'on a quasiment distribué l'informatique. C'est-à-dire que mes grands trains, ils continuent à tourner. Enfin, on est en train de délivrer SAP, je touche du bois. Mais en même temps, je vois, par exemple, mon patron, mon directeur commercial, celui qui n'arrivait pas à envoyer une photo. Il y a 3 semaines, il me dit, avec mon autre casquette, donc supply chain, il dit Laurent, c'est une catastrophe tes livraisons en Italie. Les camions sont constamment en retard. C'est un vrai bazar. Je lui dis non, c'est pas vrai, c'est pas les relevés que j'ai de mes équipes. Ma responsable transport, elle me dit pas ça. Tu dis des âneries. Il me dit ok, je vais envoyer un questionnaire. Alors je dis mais comment tu vas faire ça? Il me dit attends, je te montre. Donc il ouvre son laptop et exactement ce que vous avez fait tout à l'heure. Il envoie effectivement, enfin il crée un questionnaire qu'il adresse à l'ensemble du réseau de magasins italien. Et 48 heures plus tard, on a eu l'ensemble des réponses et les statistiques et effectivement, on livrait pas bien. Il avait raison. Mais tout ça, c'est pour illustrer une chose, c'est le digital working en fait. Bon, à notre petite échelle, on est une petite société avec pas beaucoup de moyens, et donc le but, c'était comment accélérer. Bon, en prenant une décision autocratique ou dictatoriale, en forçant les gens à y aller, en mettant un peu de fun autour, parce qu'on a essayé de créer de l'animation. C'est-à-dire qu'il y a un film qui a été monté avec l'assistance de Google, qui a été diffusé dans l'entreprise. Il y a un ensemble de goodies qui ont été distribués, puis on a essayé de théâtraliser la mise en place de la suite Google. Mais ça a vraiment pris, et aujourd'hui, aucun ne reviendrait en arrière si on lui posait la question. Alors, ça, c'est le digital working. Et en parallèle, c'est assez marrant, parce que dans les brainstorming de marketeurs, auxquels participent également les opérationnels, donc, y compris la supply chain, qui est pourtant une fonction de graisseux, hein, donc les gens qui sont censés conduire les camions et livrer la marchandise. Et bien, dans les brainstorming pour organiser, je dirais, les actions commerciales, le plan d'action commerciale, donc les promotions qui rythment l'année, il y a des idées nouvelles qui ont commencé à apparaître. Et pas en provenance de la dernière petite jeune recrue d'HEC qui travaille au service marketing. Non, en provenance de l'ensemble des membres du comité exécutif eux-mêmes, qui, grâce à un certain nombre d'usages au quotidien en interne, eh bien, se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça avec une population plus large? Et je vais en prendre un exemple qui va sortir de l'élément des promotions. On travaille dans la mode. Et dans la mode, on se plante une fois sur 2. On se plante de couleur, on se trompe de fitting, donc de coupe. On se trompe dans les quantités qu'on achète, parce qu'on ne sait pas 9 mois à l'avance, puisqu'on dessine les vêtements 9 mois avant de les vendre, hein, à peu près. On est en train de dessiner été 15, là. Donc oui, même 12 mois avant de les vendre. On est en train de dessiner été 15. Et 12 mois avant de vendre, moi je ne sais pas que l'année prochaine, ça sera une grosse tendance fluo. Enfin, je ne suis pas sûr, quoi. Enfin, en l'occurrence, là, en ce moment, il y a des vêtements très fluo. Je vous assure que c'est finalement pas la tendance dans nos vêtements, compte tenu des ventes. Bref, je ne le sais pas forcément. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on sélectionne ces couleurs, ces fits et ces graphiques? Jusqu'à présent, en fait, on présentait des crayonnés d'artistes sur un mur, et puis ils convoquaient le COMEX à la fin de la réunion du COMEX du mardi, et puis on disait, non, ça va marcher coco, il faut en acheter 5000, ça c'est bien, achète-en 10 000. Ça se passait vraiment comme ça. Et on s'est dit, mais en ayant utilisé la plateforme Google Plus en réseau social interne, pourquoi on ne l'étendrait pas, ce truc-là, à un usage tout simple? C'est qu'on prend tous les crayonnés, on les met sur Google Plus et on met un questionnaire à côté et on demande à tous nos magasins, nos 6000 personnels dans le monde entier, de voter. Et c'est eux qui décident. Et puis on est allé un peu plus loin et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça vis-à-vis de nos clients fidèles? Ceux qui sont Celio Open. Les Celio Open, c'est les gens qui sont enregistrés dans nos bases de données clients. Et on est en train de lancer ça. Donc tout ça pour vous dire, en fait, et pour essayer d'illustrer le slogan de Danone, on a essayé de faire quelque chose. Je ne dis pas qu'on est au bout du chemin, parce qu'on a encore quelques résistances, réticences,
Parce qu'on est un commerçant, donc nous, on avait l'habitude d'investir dans la pierre, de mettre de l'argent dans de la pierre et d'être propriétaire immobilier dans le monde entier. Et là, en fait, on demande à nos actionnaires d'investir dans quoi? Quelque chose qu'ils ne vont pas voir physiquement. Il y a une vraie révolution, je dirais, quasi psychologique générée chez nos actionnaires et chez l'ensemble des membres du COMEX. Mais on a essayé de digitaliser l'entreprise par l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur et qu'on puisse légitimement dire à nos clients, oui, on est en train de construire avec vous des connexions digitales, des liens et une expérience client qui va être différente. Et oui, demain, on ne sera pas simplement une entreprise qui va vous donner des vêtements ou vous les donner, vous vendre des vêtements le plus cher possible. Mais on va essayer d'avoir une relation lifestyle, c'est-à-dire qu'on va vous donner aussi du contenu, des images, la vidéo, du texte. On va vous parler d'autre chose que de vêtements. Et on va progressivement mixer l'univers de GQ, si possible, enfin, kind of, GQ, et celui de Célio. Donc, de fournir de l'information à valeur ajoutée, en plus des vêtements que l'on commercialise. En parlant de nos vêtements, hein, en parlant de la manière dont nos vêtements sont fabriqués, teintés, distribués, mais en parlant aussi de l'univers de consommation associé à nos vêtements. Voilà la transformation qu'on a essayé d'initier.